Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog avec des événements, l'un prévu et l'autre imprévu. Et puis je vous parlerai de ma lecture en cours et voilà. Et je me suis dit, je ne peux pas le faire à travers une seule enquête, je vais le faire à travers deux enquêtes, sauf que c'est Lucia qui va être déchirée finalement, schizophrène, partagée entre les deux enquêtes, parce qu'effectivement, elle a envie de rester. Dès le départ du livre, c'est bon, on spoil rien, elle est sur le point d'attraper le tueur, elle pense qu'il n'est pas loin, et on lui dit, non, tu rentres à Madrid, en urgence, c'est prioritaire, parce qu'il y a cette Marta Millán qui a été assassinée dans son penthouse, et avec ce message en plus, tu en sur les murs, et qui devient évidemment la priorité pour sa hiérarchie, et ça remonte même jusqu'au ministre. Et donc en fait, elle est, pendant tout le roman, elle est déchirée, elle mène cette enquête en priorité, mais en même temps, elle voudrait continuer à mener l'enquête sur ces femmes en Galice. Et ça me paraissait intéressant, et là du coup, à partir du moment où j'ai imaginé ce message sur les murs, je me suis dit, il faut que le message y fuite, il faut que ça fuite, et il faut que ça devienne viral, parce que moi, ça m'intéresse, le phénomène des réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé dans La Chasse, j'en ai déjà parlé dans d'autres romans, ça m'intéresse, ces choses qui deviennent virales, tout d'un coup des mouvements qui naissent sur les réseaux sociaux, qui deviennent incontrôlables, et qu'on ne voit pas venir, en plus parce que justement ils naissent presque à l'abri des regards. Et là effectivement on a ce slogan qui est repris par des gens qui, au lieu de condamner, parce que le meurtre il est assez horrible, hein, quand même, le meurtre de Marta Millán, c'est pas une promenade de santé, hein. Au lieu de condamner ce meurtre-là, puis il va y avoir un autre évidemment derrière, et de dire ah, c'est horrible ce qu'on a fait à cette pauvre femme et tout, non, ils l'approuvent, ils le soutiennent, parce qu'ils estiment que la cause est juste. C'est la fin justifie le moyen, quoi, quelque part. Et donc du coup, on a ces gens qui vont commencer à perdre ce slogan sur les façades des banques, etc., des manifestations dans la rue. Et donc, plus ça monte, plus la mayonnaise monte, plus la hiérarchie de Lucia lui dit il faut résoudre cette affaire, ça devient très urgent, quoi. Et c'était un peu ça l'idée, et effectivement c'était aussi un miroir que je tendais à ce qui se passe en France, parce qu'en fait il faut savoir qu'en Espagne, ce genre de choses ça arrive quasiment jamais, en fait c'est très peu. C'est un miroir que je tendais aussi en France, où on a eu les gilets jaunes, on a eu la réforme des retraites, on a des mouvements sociaux périodiquement, on a les gens qui descendent dans la rue pour protester, et j'ai pour aucun jugement. Je répète, le romancier est là pour montrer les faits, pas pour juger. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout un écrivain qui se positionne... Ah non, j'ai pas envie de délivrer des messages, et encore moins de donner des leçons. On sait que là où on donne la leçon, en général, il y a un imposteur, très souvent. Il y en a quelques-uns célèbres à la télé en ce moment qui ont quelques petits problèmes. Et donc non, je suis pas... C'est juste, je montre, en fait. Voilà, et après, chacun se fait l'opinion qu'il a envie de se faire. Mais toujours évidemment avec des rebondissements, avec des surprises, parce que comme je l'ai dit, je suis pas là pour, c'est pas un essai, c'est pas un document, c'est juste un thriller. Et en Espagne, curieusement, là pour le coup, c'est vraiment de la fiction, parce que je me suis renseigné, enfin je le savais déjà un peu, mais j'ai vérifié. En Espagne, le dernier grand mouvement social où on descend dans la rue, des millions de personnes descendent dans la rue, c'est Los Indignados, les indignés, et ça date de 2011. Donc 2011-2012, c'est déjà très ancien. Et en plus, les indignés, c'est plutôt un mouvement pacifique. Les dernières violences urbaines qu'il y a eu suite à des mouvements comme ça, en Espagne, c'était à Barcelone avec les indépendantistes, et ça n'a pas duré très très longtemps, et ça a été circonscrit à la Catalogne, ça n'a pas été au-delà de la Catalogne. Donc c'est plutôt un phénomène qu'on observe chez nous qu'en Espagne, et là, pour le coup, c'est presque un miroir que je tends à ce qui se passe ici. D'ailleurs, à un moment donné, dans le roman, il y a un débat télévisé, sans spoiler, hein, avec deux adversaires politiques dont je ne donne pas l'étiquette, mais rien qu'en écoutant leur façon de parler, leur discours, on sait très bien lequel est à droite, lequel est à gauche. Et il y en a un qui dit, mais vous voulez que ça soit le chaos comme chez le grand voisin du Nord? C'est un petit clin d'œil. Donc voilà. Alors, pour comprendre l'événement dont vous venez de voir quelques images, il faut remonter à un mardi matin très compliqué pour moi sur la route. Alors j'ai des journées de télétravail dans la semaine, mais il y a aussi des jours où je vais travailler sur place, et parfois en demi-journée, parfois en journée, voilà, ça change. Et en plus de ça, il faut aussi remonter au mois d'avril, lorsque il y a eu la fermeture de l'autoroute A13, dont vous avez peut-être entendu parler. Une autoroute qui lie
le 92 ou 92, enfin c'est l'autoroute par laquelle pas mal de gens des Yvelines vont dans Paris. Bon, ça dépend où est-ce qu'on habite dans les Yvelines, ça dépend où est-ce qu'on va dans Paris, mais bon, en gros, voilà, c'est une autoroute qui est très empruntée, puisqu'il y a 130 000 personnes qui la prennent chaque jour en moyenne, voilà, c'est les chiffres qu'on a pu voir. Et donc cette autoroute a été coupée parce que, en fait, enfin, on prend l'autoroute, on sort d'un pont, et moi c'est un moment enfin d'un tunnel, pardon, c'est un moment que j'adore parce qu'en fait quand je sors du tunnel, c'est là où je vois la Tour Eiffel, et donc on passe au-dessus de la Seine. Alors on voit la Tour Eiffel, de loin on voit la Défense, on passe au-dessus de la Seine, et puis ensuite ça permet de rattraper, alors les quais si on va vers Boulogne, etc., d'attraper le périph', voilà, nord-sud, peu importe la destination qu'on veut prendre, voilà. Et donc, cette autoroute a été coupée, et donc, vous l'avez compris, c'est la route que je prends moi pour aller au travail. Donc, vous imaginez une route qui est autant empruntée, qui est tout le temps surchargée, qui se ferme, vous imaginez les conséquences. Et donc, les conséquences ont été sur les axes secondaires. Donc, les gens qui utilisent les axes secondaires râlent parce qu'ils ont un petit peu plus de temps sur la route. Voilà, bon, moi je vais prêcher pour ma paroisse, c'est-à-dire que je vais vous dire que le plus embêtant, c'est pour les gens qui empruntaient cette route qui est fermée. Bref, bon, c'est compliqué. Mais bon, les gens les riverains qui habitent dans des endroits où qui ont vu des centaines et des centaines de voitures passer, bon, ça a été pénible aussi pour eux. Enfin bon, je pense que ça a été pénible pour plein de personnes, mais je vous avoue que moi, personnellement, j'en avais ras-le-bol. Il y a des itinéraires secondaires gratuits, des itinéraires secondaires payants, mais avec les autoroutes, les tronçons d'autoroute les plus chers de France, qui changent selon l'heure où on emprunte l'autoroute, de façon à faire payer. Voilà, et donc ça a été, enfin, il y a eu une première période avec l'autoroute totalement fermée qui a été un enfer. Et ensuite, forcément, vu les problèmes, etc. Bon, à la base, il faut quand même se dire que le souci, c'est que quand on sort en fait du tunnel et qu'on arrive sur le pont au-dessus de la Seine, c'est à peu près sur cette zone où en fait il y a eu des immenses fissures en fait, liées à des travaux un peu plus loin, et donc ces fissures sont plutôt, enfin sont dans le sens Paris-Province, mais bon, il y a un moment donné où on n'a pas forcément envie que le pont s'effondre avec des voitures dessus, voilà, c'est quand même ça le souci. Et donc après, eh bien, voilà, il y a eu des travaux, mais en fait, c'est une autoroute où il y a des travaux toutes les nuits dessus, quasiment. Et donc, après, il y a eu des travaux, et donc, ils ont réouvert le sens Province-Paris. Donc, alléluia, trop bien, enfin, super contente que ça réouvre et tout. Ah oui, mais en fait, ce qui n'était pas précisé, c'est que sur les 3 voies habituelles, il n'y en avait qu'une ouverte, et les poids lourds ne doivent pas circuler. Alors on peut se dire les poids lourds ne circulent pas, c'est une bonne nouvelle, ça enlève des véhicules. Oui, mais en fait le fait de réduire, de passer de 3 voies en 1 voie, c'est juste l'enfer en fait, et ça ne compense absolument pas l'absence des camions. Donc il y a toujours un contrôle policier qui est là. Voilà, il y a quelques policiers qui sont là pour vérifier s'il n'y a pas d'infraction, parce qu'il y en a eu dès la réouverture. Voilà. Donc, moi, un mardi matin, je pars de la maison plus tôt parce que je vois bien le problème, donc je dois me lever plus tôt. Et donc, je prends Waze, qui pour moi était le meilleur GPS, le plus précis au niveau du temps de durée, de la durée du trajet, de l'estimation de la durée du trajet. Et donc, je le prends pour savoir par où il va me faire passer. Et puis, au départ, il me dit de prendre une autoroute à 10 €, puis de prendre une autoroute à 8 €, mais en fait, c'est une autoroute qui augmente de 50 centimes par demi-heure, enfin, bref. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, non, en fait, c'est le chemin principal, c'est de prendre la 13. Ok, très bien. Je prends la 13 avec un temps de trajet convenable de 40 minutes pour aller au travail. Très bien. Ça peut être court par rapport au temps de trajet que j'ai habituellement, mais si vous voulez, je partais vachement plus tôt. Je suis partie une demi-heure plus tôt. Je me suis levée une demi-heure plus tôt. Je me suis couchée une demi-heure plus tôt la veille au soir. J'ai lu une demi-heure de moins. Donc, voilà. Donc, je prends cette route-là et tout. Puis, je sors dehors et un mardi matin, et il pleuvait.
Le mardi, c'est une journée très compliquée sur les routes et quand il pleut, c'est encore pire. Parce que quand il pleut, les gens qui ne conduisent pas habituellement, voilà, en plus il pleut vraiment beaucoup. Donc je comprends que les gens préféraient être en voiture que dans les transports, mais parfois c'est des gens qui prennent leur voiture une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois. C'est pas les meilleurs conducteurs en fait. C'est là en fait, en général, quand il y a ça, enfin c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et donc je prends cette route-là parce que bêtement, j'ai suivi Waze, j'ai fait confiance à Waze et j'ai mis 2h10. Voilà. Donc c'est long ce que je vous dis, c'est très long, mais on est dans un vlog et on parle de tout. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai mis 2h10, ça a été une horreur absolue. C'est-à-dire que j'avais toujours Waze à côté, même si c'est mon trajet habituel, ça me donnait une estimation du temps de trajet. Et je regardais en fait, je regardais la route, je regardais Waze, je me prenais 2 minutes de plus. Je regardais la route, je regardais Waze, je me prenais 3 minutes de plus de trajet. Je regardais la route, je regardais Waze, 10 minutes. Et voilà. Et ça a été comme ça tout le temps. C'était, en fait, quand il y a des personnes qui, quand elles vieillissent, à force d'expérience, en fait, relativisent et se disent, c'est pas grave, voilà. Moi, de mon côté, plus je vieillis, plus j'ai de l'expérience et plus je me rends compte qu'il existe de nombreux puits sans fond et que, en fait, un temps de trajet comme ça, je pourrais très bien me dire, ça m'est déjà arrivé. Vous savez, ça m'est déjà arrivé une fois de mettre 4 heures pour venir au travail parce qu'il y avait un accident et que j'ai pas pu utiliser un itinéraire bis. 4 heures. C'est horrible, c'est horrible. Ça m'est arrivé une fois en plus de 10 ans. Mais c'est compliqué, donc je pourrais très bien me dire, bah voilà, je l'ai vécu, c'est pas grave. Ouais, mais non, là, je suis plutôt en train de me dire, en fait, je vois le temps de trajet qui s'allonge, je sais que ça pourrait ne jamais s'arrêter, c'est-à-dire que de me prendre 10 minutes de temps de trajet toutes les 3 secondes, ça pourrait ne jamais s'arrêter, il n'y a pas de fin, il n'y a pas quelque chose qui dit, c'est pas borné, c'est pas, on nous dit pas, bon, tu vas prendre la route, par contre, c'est sûr, on a fait en sorte que tu ne dépasserais pas 1h30 de trajet, non, c'est sans fin en fait, mais c'est, enfin, je réagis comme ça pour plein de trucs, enfin, il y a plein de choses, plein de sujets sur lesquels il m'est déjà arrivé des soucis, des trucs pas cool, et du coup c'est sans fin, voilà, c'est sans fin. Donc voilà, donc le temps de trajet ça a été horrible et je l'ai très mal vécu, vraiment très mal vécu. Parce que c'était la réouverture, parce que la réouverture partielle, parce que la réouverture complète sera sera à partir de fin juin, mais bon on se doute bien que les délais donnés c'est n'importe quoi. Et le mois de juin sur les routes, c'est comme le mois de septembre, c'est comme le mois de mars, ce sont les 3 mois les plus chargés sur les routes. Ça va être un enfer. Et là, je vous parle de l'aller, mais je vous parle même pas du retour, avec un temps de trajet doublé. J'en ai ras-le-bol. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai vécu un temps de trajet le matin, mais horrible. Vraiment, du coup, je me suis réorganisée pour les prochaines semaines, voir si je peux pas changer un petit peu 2-3 choses. Enfin, je vais pas demander plus de télétravail, je vais rien demander tout ça. Enfin, je veux dire, chacun ses problèmes. Moi, je vis en voiture, il y a des gens qui ont d'autres soucis. Enfin, bon, voilà. Je pourrais venir en train. Je mettrais 4 heures dans la journée si je viens en train. Donc, même avec les soucis que j'ai, je préfère venir en voiture. Je mets un peu moins de temps de trajet. J'habite à 25 km de mon travail, mais c'est pas grave. Donc a priori 25 km se font en 2 heures de train, enfin train, métro et compagnie quoi. Et donc voilà, donc c'était horrible. Donc je vais au travail et j'ai eu du mal à passer au-delà. Je me suis pris un petit croissant à la cafette du travail parce que je me suis dit je peux bien m'offrir un petit croissant pour essayer de me remonter le moral. Et puis bon, la journée passe, voilà, j'étais assez focus sur mon travail et tout. Et puis je pars du travail, puis je prends mon téléphone et je vois qu'il y a une rencontre avec Bernard Mini à Rueil. Donc je pars du travail, voilà, vraiment au moment de partir, je rentre dans la voiture et je regarde mon truc ici. Ah, alors sachant que Rueil, il y a 3 mois, on m'aurait dit à Rueil, j'aurais dit, je sais pas trop où le situer. Maintenant,
maintenant que à cause de la fermeture de la 13, je dois utiliser un itinéraire bis pour rentrer, en fait Waze me propose 50 000 itinéraires différents, donc parfois je vais dans des quartiers résidentiels où je dois rouler à 30 avec des dos d'âne, des rues en sens unique, bordées de plein de nouvelles maisons, mais il me fait passer par tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, et ben maintenant je vois à peu près où c'est Rueil, parce qu'en fait des fois il me fait passer par Rueil en fait, et donc je me dis j'ai vécu un trajet horrible le matin. Le soir, je vais pas vivre un trajet. Normalement, je devais pas mettre 2 heures pour rentrer. Quoi qu'il pleuvait encore un peu. Mais je vais mettre 1h30. Enfin voilà, c'était à peu près les temps que je mettais. Et 1h30, puis il peut me proposer de passer par Rueil en fait. Donc si je coupe mon trajet d'1h30 en 2 et qu'entre-temps, je m'arrête pour une rencontre à Rueil avec Bernard Minier, ça le fait, c'est pas mal. Donc rencontre à la médiathèque de Rueil, je savais pas comment faire pour s'inscrire et tout. Donc j'appelle la médiathèque. Je suis quelqu'un qui déteste appeler, hein. Je suis plutôt mail, message privé et tout. Je peux faire des réunions bien sûr au travail, j'ai aucun souci. Mais appeler comme ça, c'est même les médecins et tout, je préfère largement utiliser Doctolib quand c'est possible, j'ai horreur de ça. Et donc j'appelle, et donc je dis voilà, je vois qu'il y a Bernard Minier qui vient ce soir, est-ce que il y aurait une petite place, comment ça se passe et tout, mais oui, il y a de la place, quel est votre nom, je vous inscris de suite, c'est bon, c'est réglé. Et la rencontre, elle avait lieu 2 heures après, quoi. Donc, écoutez, j'appelle mon mari après, quand même, pour dire, alors, en fait, je rentrerai pas tout de suite à la maison. C'est sûr que ça te gêne pas, parce que là, c'est quand même Bernard Minier, que je vois régulièrement, et en même temps que j'adore, voilà. Et donc je pars du travail, direction Rueil, je m'arrête à Rueil, et donc, je découvre cette médiathèque de Rueil, qui est super chouette, vraiment moderne, et puis, voilà, on parle un petit peu, puis on descend dans l'auditorium qui est une sorte d'amphi super chic. Enfin, c'est ouais, une sorte d'amphi presque installé comme un cinéma avec une scène. Enfin, franchement, c'était hyper neuf, hyper classe et tout ça. Et là, rencontre avec Bernard Minier, hyper intéressante. Je suis restée 2 heures, je pense. Hyper intéressante. Et donc, c'est un auteur que j'adore, vous le savez, j'arrête pas de le dire, je le vois régulièrement, je le vois très souvent en salon. Des rencontres avec lui, j'ai dû en faire 2, enfin 3 maintenant. J'en ai fait une avec lui et Maxime Chatham et Franck Tillier à Lille. J'étais invitée par Pocket, c'était trop bien, j'étais partie un vendredi après-midi et tout ça. C'était trop bien, c'était trop bien. Et puis l'autre rencontre, c'était pour fêter la sortie d'Un œil dans la nuit chez Pocket, donc il n'y a pas très longtemps, je vous en ai parlé. C'était dans un cinéma et donc il y avait une rencontre avant, puis ensuite c'était la projection d'un film d'horreur et moi j'étais pas restée pour la projection du film. Et donc il y avait une rencontre avant qui était un peu particulière. Alors déjà pas forcément bien éclairée puisqu'on était dans une salle de cinéma et donc il n'y avait pas d'éclairage vraiment sur le devant de la scène, donc c'était un peu bizarre. Et puis voilà, avec des questions, mais c'était particulier comme échange, c'était particulier. Et donc là, c'était pas particulier, c'était assez classique, donc on revient sur Bernard Minier, depuis quand il écrit, etc., etc. Et enfin là, je vous parle vraiment des rencontres, des moments un peu conférences, parce que voir Bernard Minier, maintenant ça se compte en dizaines de fois, enfin voilà, je l'ai énormément vu depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai découvert Bernard Minier. Il y a 2 ans, il y a 2 ans et 1 mois et demi, au Quai du Polar, j'ai appris un truc sur Bernard Minier qui fait que j'ai eu très envie de découvrir Bernard Minier. Ensuite, aux vacances d'avril, je suis partie en vacances à Perpignan et à la Fnac, j'ai acheté Glacé. Et en plus, à la Fnac, quand je suis passée à la caisse, la fille, elle me dit « Ah, faut découvrir Bernard Minier, c'est trop bien, on en a fait 3 tonnes. » Et ce qui est assez rigolo, c'est que Bernard Minier vient de Perpignan, alors que là, il habite en région parisienne, voilà,
un endroit que je connais. et donc, je trouvais ça rigolo, si vous voulez, d'habiter aussi en région parisienne et d'acheter son livre à Perpignan. Puis ensuite, j'ai découvert Glacé. Et puis, bah voilà, enfin moi, Martin Servaz, j'en suis archi fan. Mais là, c'était intéressant parce qu'en fait, on est remonté presque à son enfance, en fait. Donc, il explique, fils de prof, prof technique, etc. Bernard Minier est né en 1960, hein, donc voilà, moi ça me permet de comparer avec mes parents à cette époque-là. Et donc son père voulait à tout prix qu'il soit ingénieur. Et Bernard Minier était très littéraire. Et il disait que du collège jusqu'à la fin du lycée, il était toujours le meilleur en matière littéraire et que lui, c'est quelque chose qu'il appréciait beaucoup. Mais il n'avait pas forcément cette relation prof et élève, c'est-à-dire en tant qu'élève avoir une sorte de respect incroyable pour le prof. Lui, ce qu'il voulait, c'est plutôt de parler d'égal à égal et d'échanger sur des sujets, etc. Donc ce qui l'intéressait, c'était vraiment l'échange. Alors, j'allais dire plus que le fait d'apprendre, mais c'est pas vrai parce que il adore apprendre et encore maintenant. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il aime que les gens apprennent dans ses livres et que pour apprendre dans ses livres, lui-même doit apprendre en amont et tenter de retransmettre ça. Et donc voilà, son père voulait qu'il fasse ça, et donc il a tenté d'être ingénieur, il a passé plusieurs fois le concours, ça l'intéressait pas, il n'a pas été pris à des concours d'entrée en école d'ingénieur, et il a plutôt fait un concours dans l'administration, et il a travaillé pendant 25 ans dans l'administration des douanes. Mais, et entre-temps, il a tenté une année de médecine, 2 fois, 2 années de suite, la première année de médecine. Et en fait, il a toujours écrit. Et toujours écrit beaucoup de choses, en fait. Et ce qu'il nous expliquait aussi, c'est qu'il est arrivé au polar sur le tard. Il a écrit sur beaucoup de genres différents et il a terminé par le roman policier. Et le genre du roman policier lui a plu parce que il y a un côté où déjà il s'est comme lancé un défi à lui-même de d'écrire des romans policiers avec le côté est-ce que j'en suis capable ou pas. Et puis, donc il y a ce côté-là, avec le défi aussi de savoir s'il arriverait à tenir son lecteur en haleine, parce que pour lui c'est ça un roman policier, c'est vraiment tenir son lecteur en haleine. Et il a trouvé aussi un intérêt au roman policier, c'est de pouvoir parler de la société, parce que dans ses livres il y a toujours cet aspect-là, que ce soit dans la série Servaz ou dans sa série Lucia, dont le 2e tome est sorti il y a pas longtemps, il y a toujours un aspect société, très intéressant et de façon très factuel, c'est-à-dire que Bernard Minier, il n'est pas en train de nous faire il n'est pas en train de tenter de nous faire adhérer à un parti politique. Quand on lit ces livres de la série Servaz, il y a à la fois des arguments de droite, des arguments de gauche, ça dépend de quel personnage il va parler en fait. Et donc l'objectif, c'est pas de dire tout ce type de métier, faut leur taper dessus, ils sont complètement nuls, et c'est pas faut arrêter de descendre dans la rue, personne n'a le droit de s'exprimer. Enfin, il y a pas de, c'est absolument pas ça en fait, et c'est aussi appréciable. Et ça, moi, c'est déjà quelque chose dont je lui avais parlé, et là, ça a été repris aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit marquer en fin de compte, et pour lui, c'est important. C'est pas, il explique, c'est pas son rôle d'auteur de faire passer ce style de message politique en fin de compte. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Donc oui, il a écrit sur plein de styles différents. Il s'est bien plu dans le roman policier. Et en fait, avant tout ça, il a fait des concours de nouvelles. Et il était accro à ça, ça lui permettait de s'exprimer et tout, et puis voilà, c'était un challenge. Et il disait qu'il y avait plein de villes qui organisaient des concours de nouvelles. Et par exemple, le premier prix, c'était 1500 €, le second 800 €, enfin des trucs comme ça. Et il a participé à plein de concours de nouvelles, et il a croisé certains auteurs qui maintenant sont publiés, et il a croisé à de nombreuses reprises Éric Foissier, et ça c'est génial parce que moi j'aime beaucoup Éric Foissier. Et en fait il expliquait que quand il faisait des concours de nouvelles avec Éric Foissier était premier et lui il était soit 2e soit 3e quoi. Donc voilà, et puis après ils ont pris des chemins différents. Enfin des chemins différents, ils sont tous les deux écrivains maintenant, écrivains de polar, mais ça n'a pas été totalement la même chose pour la suite pour chacun d'eux. Et ce qui a changé la vie de Bernard Minier, ce qui s'est passé pour Glacé en fait, c'était suite à un concours de nouvelles à Maisons Laffitte dans les Yvelines, qui est une très jolie ville.
Et en fait, à ce concours de nouvelles, eh bien, il a échangé avec un des gagnants aussi, un autre auteur qui était sur le podium. Et il a échangé, et puis il avait déjà de son côté 60 pages écrites sur Glacé. Et donc Glacé, c'est le premier tome de la série Servaz. Et il savait pas s'il allait au bout, enfin, il savait pas quoi. Enfin, et donc en fait, il en a parlé à ce collègue écrivain. Et qui lui a dit bah c'est super bon, continue en fait. Et donc du coup bah encouragé par ça, il est parti à continuer son livre, à écrire 250 pages, à refaire partager et tout. Et puis par ses encouragements et tout, il est allé jusqu'au bout. Et donc il a écrit son pavé parce que la série Servaz commence avec des sacrés pavés. Et donc il est allé au bout de l'écriture, il a imprimé ça en 5 exemplaires qu'il a envoyé à 5 grosses maisons d'édition parce qu'il disait que voilà, pour lui il fallait commencer comme ça, enfin il voulait commencer par le haut et puis voilà, tenter en fait. Il commence les 5 plus grosses, ça marche tant mieux, ça marche pas. Voilà. Et il a eu 4 réponses positives. Et du coup, après échange avec les maisons d'édition, c'est XO qui lui proposait ce qui lui importait le plus, c'est-à-dire le fait d'être le plus mis en avant, le plus d'exemplaires imprimés, etc. Et donc depuis, il est toujours chez XO. Voilà, donc voilà comment ça a commencé de son côté, comment il a été publié. Donc sur le tard, hein, puisque ça fait un peu plus de 10 ans que ces livres sont sortis. Il a écrit Glacé en 2008-2009 pour une publication en 2011. Voilà. Donc c'était hyper intéressant. Enfin là, ce que je vous dis, moi je l'ai appris là, je le savais pas du tout. Alors que j'arrête pas de vous dire que j'adore Bernard Minier et que Martin Servaz c'est mon 2e enquêteur préféré après Hercule Poirot, qui est indétrônable. Mais c'est comme quoi je peux voir 50 000 fois un auteur, j'apprendrai toujours quelque chose sur lui. Alors certes, au bout de la 50 000e fois, ce que j'apprendrai sur lui, ce sera peut-être un tout petit détail. Mais là, on n'est pas sur des petits détails. Hein. Là, vraiment, j'ai été vraiment captivée pendant la rencontre. C'était hyper intéressant. Puis après, il y avait un moment de dédicace. Donc, bah écoutez, moi, j'avais rien à faire dédicacer. Déjà, il me semble que tous mes livres sont dédicacés. Et puis, j'avais rien emmené. Le matin, je savais pas que j'allais voir Bernard Minier le soir. Donc, voilà. Et puis bah, je suis passée en dernier parce que je voulais pas prendre la place de ceux qui ne voient jamais Bernard Minier, et donc j'ai pu échanger un petit peu avec lui aussi, et puis avec les équipes de la médiathèque, et je surveillais leurs autres rencontres parce que c'est vraiment chouette quoi, vraiment c'était un très bon moment. Donc voilà, je suis ravie de cette journée au final parce qu'elle avait tellement mal commencé, mais tellement mal, j'en pouvais plus. Donc la journée qui commence comme ça et qui se termine comme ça, bah écoutez, voilà. Moi qui dis que en fait, en vieillissant, j'ai l'impression de presque perdre mes croyances ou de devenir presque négative parce que j'ai la preuve que ça peut mal se passer. Je perds toute insouciance en fait. Enfin, j'ai la preuve que ça peut mal se passer. Un jour, peut-être que j'arriverai à me dire oui, ça se passe mal, mais il n'y a rien de grave en fait. C'est pas grave. Oui, je vais en baver jusqu'à la fin du mois de juin. C'est pas grave. S'ils n'avaient pas détecté cette fissure, je serais où? Je serais dans la Seine, coincée dans ma voiture. Enfin, dans quel état? Enfin, voilà. Mais bon. Donc, en tout cas, que je garde en mémoire qu'une journée peut vraiment très mal commencer, ou en tout cas moi dans un état, j'étais coincée partout, je stressais, j'avais mal au ventre, en plus la semaine d'avant j'avais une gastro, j'avais encore mal au ventre, et ben à la fin de la journée je peux être avec un grand sourire et me dire mais quel bon moment, voilà. Ensuite, rencontre un petit peu prévue, avant, on va dire, hein, je ne l'ai pas décidé le matin pour le soir. C'est une rencontre autour de Valérie Fayolle avec les éditions Récamier dans un magnifique café qui s'appelle Pépinière à Paris. Moi j'étais contente, alors là c'était juste à côté de mon travail, enfin juste à côté, je suis pas allée en 3 minutes, mais je peux mettre plus d'1 heure pour aller à un événement, j'ai déjà mis 2 heures pour aller à un événement littéraire en partant du travail, là j'ai mis genre 20 minutes quoi, ça c'est bien. Donc écoutez, c'était bien, c'était très très bien.
J'avais lu La robe du jaguar avant parce que moi j'ai un peu de mal à rencontrer un auteur si je l'ai pas lu avant. Ça s'est passé une fois pour moi avec Isabelle Duquesnoy et malheureusement j'ai abandonné son livre. C'est pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Mes goûts changent. J'ai l'abandon plus facile et j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Ouais, et en même temps, j'ai lu La robe du jaguar. Ouais, mais je suis pas totalement sortie de ma zone de confort, contrairement à ce que je pensais. Ce livre, ça a commencé par une magnifique histoire de com'. On a reçu un courrier, je vous l'avais dit quand je vous avais donné mon avis sur ce livre dans un podcast de lecture. On a reçu un courrier disant, voilà, j'ai dû quitter précipitamment la France pour trouver refuge en Amazonie. Voilà, enfin, on nous explique comme ça qu'on a besoin de nous, qu'il y a des chamans, c'est signé Rose des Sables, vous aurez de mes nouvelles, gna gna gna. Et donc, bon, chose un peu bizarre, je savais pas ce que c'était, est-ce que c'était une vraie lettre, est-ce que quelqu'un allait me réclamer de l'argent, mais on me disait pas explicitement, on veut 50 000 $, tu les livreras sur ce compte, enfin vous savez, tous les spams qu'on a pu avoir à gogo. Et donc voilà, sur Instagram le soir, je me rendais compte que beaucoup communiquaient sur cette lettre-là, et puis ensuite on a reçu des mails, pareil, qui continuait l'histoire et tout, donc ça titillait ma curiosité. Je me disais, mince, c'est quoi ce livre? Et puis après, on a compris le livre que c'était. Enfin bon, après, certains ont vraiment sacrément spoilé dans certains groupes, en fait. Donc je l'ai su avant. Et puis moi, c'est pas un livre que j'avais demandé à réclamer quand j'avais reçu le catalogue, voilà. Mais bon, ça titillait un peu ma curiosité, même si les mots qui étaient mis, c'était chaman et Amazonie. Moi, c'est pas mon truc, enfin, je suis assez carrée, je crois en la science, sinon, j'ai plus qu'à changer de travail, même si, voilà, il y a des choses où, enfin, c'est pas que je crois à l'incroyable, à la science-fiction, à machin, mais bon, il y a des trucs où parfois je vais voir des petits signes là où j'ai envie d'en voir, mais c'est aussi parce que du coup, si je vois ces signes, je trouve que tout est logique. Et donc, en général, quand on parle de logique, on n'est pas dans la stratosphère, on est plutôt sur quelque chose de... Voilà. Donc, bon, chaman Amazonie, je savais pas trop. Puis, en même temps, elle a titillé ma curiosité, donc voilà. Donc, j'y suis allée. J'ai lu ce livre, mais je savais pas. Bon, la couverture, elle est magnifique, je vous l'ai déjà dit, ces vers, ils sont trop beaux, voilà. Après, je savais que c'était un roman épistolaire, donc ça m'attirait vraiment beaucoup. Donc, roman épistolaire, Amazonie chaman, je savais pas trop, j'y suis allée et j'ai adoré. Parce qu'en fait, ce livre, c'est pas un livre autour du chamanisme, on va pas vous expliquer des trucs, on va pas vous mettre des trucs dans la tête de je ne sais quoi. Non, c'est pas ça en fait. Alors, c'est écrit de façon assez... Enfin, moi qui me correspond, c'est-à-dire qu'au début, on va voir des chamans, sauf qu'il y a bien un personnage qui dit, qui est assez, enfin même plusieurs qui sont assez réfractaires et qui vont parler de tous les préjugés qu'on peut avoir. Et puis après, derrière, c'est pas un livre qui va vous dire allez vous mettre, allez voir un chaman en Amazonie avec et goûter à toute substance qui pourra vous faire goûter, mettez-vous dans un état secondaire et tout ira mieux. C'est pas un truc comme ça parce que enfin on parle de chaman en Amazonie, enfin bon c'est assez particulier. C'est pas non plus ça en fait, mais en même temps ça fait aussi changer le regard. Enfin moi j'ai beaucoup apprécié en fait. Et même si j'ai un côté carré et tout, bah, en fait ce qui se passe dans le livre, bah, j'y crois totalement et voilà. Enfin bon, mais je peux pas vous dire ce qui se passe dans le livre parce que sinon je vous spoil tout. Mais pour moi j'ai pas lu une histoire qui disait qui voulait me faire rentrer dans je ne sais quoi. Voire même une secte, hein, je crois que le terme est même utilisé. Moi, j'ai lu un livre qui était un échange de lettres entre des membres d'une famille et donc j'ai lu une histoire de famille en fait et des échanges de lettres, des échanges de courriers ou de mails pardon où les gens disaient vraiment ce qu'ils pensent du coup. C'était très intime en fait et donc ça m'a énormément plu. Et donc j'étais ravie de rencontrer Valérie Fayolle. J'avais déjà échangé avec elle sur Instagram. J'ai échangé avec elle mardi matin quand j'étais coincée sur la route. Elle savait que j'avais des petits soucis sur la route.
Et voilà, j'étais ravie de la rencontrer, ravie d'échanger et c'était un régal. Elle est rayonnante, elle est solaire, elle a 1000 vies, elle a vraiment, c'est incroyable, journaliste, mais elle a d'autres dons en fait. Et elle s'est inspirée de certaines choses de sa vie dans ce livre. C'est pas du tout une autobiographie, mais elle s'est inspirée de certaines choses et c'est hyper intéressant du coup parce qu'elle nous a dit, voilà, tel personnage, bah, c'est un peu tel personnage dans ma famille. Et puis il y a cet aspect-là, il y a une histoire de chanson, puis elle nous a raconté l'histoire qu'il y avait derrière. Enfin, voilà, je vais pas vous parler de tout parce qu'il y a des choses qui peuvent, enfin, je sais pas si je peux révéler ou pas, mais si vous avez l'occasion de la rencontrer et que vous avez lu ce livre, posez-lui des questions au niveau des personnages, de l'inspiration des personnages, de certaines anecdotes et tout. Enfin, c'est un régal de l'entendre parler. En fait, je ne peux résumer que ce livre en une merveilleuse découverte, une merveilleuse rencontre. Merveilleuse découverte et rencontre du livre et merveilleuse découverte et rencontre de l'autrice et de la personne en fait. Voilà, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Un événement qui était trop chouette, je suis ravie de l'avoir vu, c'était vraiment très intéressant. Et elle-même qui a une vie comme ça, elle a même pris le temps de nous poser des questions. Dingue, c'est dingue. Enfin, je veux dire, des auteurs, j'en vois beaucoup. Il y a un des auteurs que j'ai vu 5 fois, 10 fois. Certains de ces auteurs ne m'ont jamais posé une question sur moi, du style « T'habites où? Tu fais quoi ?» Jamais, jamais, jamais. C'est pas grave, je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler d'eux, pour en savoir davantage, pour comprendre comment ils font pour écrire, pour connaître leur vie, enfin leur vie. Je suis pas en train d'être un paparazzi, mais voilà, enfin moi c'est ça qui va m'intéresser. Mais c'est vrai que quand il y a un auteur qui prend le temps de s'intéresser à son lecteur, et en l'occurrence à ses lecteurs, on devait être une dizaine, bah c'est surprenant sur le début, au début, et puis bah ça change et c'est dingue parce que comme je vous dis, elle a tellement une vie incroyable que je suis assez admirative, quoi. Voilà. Donc magnifique rencontre au pluriel, rencontre avec un livre, rencontre avec une autrice. Elle a écrit Kilomètre 930 qui vient de paraître chez Pocket et puis elle nous a parlé de son prochain livre que je vais guetter. Mais vraiment, vraiment, vraiment guetter parce que j'ai trop envie de le lire. Voilà, donc c'était la rencontre avec Valérie Fayolle et si vous ne l'avez pas encore lu, ce qui est possible puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps, allez-y, c'est un régal, c'est un régal. Donc côté événements littéraires, c'est tout, voilà. C'était les événements littéraires d'une semaine et bon, ça va être moins en moins. Hein. Et alors, côté lecture, bah écoutez, j'avais dans mon précédent vlog, je vous disais que incroyable boulimie de lecture, je mangeais du livre, je mangeais du livre, je mangeais du livre et qu'est-ce que j'aimais ça. Et bah, le pont s'est terminé. Le long week-end s'est terminé et donc j'avais casé un tout petit livre, La Gosse de Nadia Dame, le lundi soir après le travail. Mais après, bah, j'ai eu un événement littéraire le mardi, puis le mercredi j'ai travaillé enfin j'ai lu le soir, mais j'avais pas d'événement le soir. Le jeudi j'ai pas lu le soir parce qu'il y avait un événement. Et puis voilà, et puis petit à petit j'ai lu le vendredi. Enfin bref, ça a été un peu particulier par rapport à ça. Et donc, au final, bah, j'ai fait traîner des livres. Alors, j'ai fait traîner... j'ai fait traîner ce livre, La Déraison d'Agnès Martin-Lugan, qui est pourtant un livre court, hein, de 260 pages. C'est-à-dire qu'un livre comme ça, vous me connaissez, un dimanche, je peux en lire 2, voire 3. Oui, parce que il y a 250 pages et il y a 250 pages. Il y a 250 pages, genre des Jussi Adler-Olsen. Je vous en parle parce qu'il faut que je continue la série. J'ai trop hâte. J'avais mise en attente avec toutes mes autres lectures, mais il faut que je la continue. Il m'en reste 3 à lire, comme le dernier est sorti. Voilà, je vous parle de ça parce que les pages, elles sont vraiment pleines, mais... Voilà, je pense que c'est le meilleur exemple parce que vraiment cet été c'était quelque chose de lire les tomes de Jussi Adler-Olsen. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous disais bon, je casse un Jussi Adler-Olsen un week-end, hein, je le commence le vendredi soir, je terminerai le dimanche, je ne sais pas quand. Donc voilà.
Et oui, donc il y a une page de Jussi Adler-Olsen et puis il y a une page d'Agnès Martin-Lugan. C'est pas tout à fait la même chose. Ça ne se lit pas à la même vitesse. Donc je pourrais lire, je pense, 750 pages d'Agnès Martin-Lugan sur un dimanche. Et parce que les chapitres sont courts, parce que du coup c'est très aéré au niveau de la mise en page. Enfin, il y a des pages blanches et tout ça. Voilà. Donc je l'ai fini, il était bien, c'est le 3e livre que je lis de l'autrice. J'avais lu Les gens heureux, machin truc là, lisent et boivent du café, j'avais écouté en audio, j'avais moyennement accroché. J'ai lu l'année dernière L'homme aux 1000 détours que j'avais bien aimé, vraiment. Et là j'ai beaucoup aimé La déraison, bah, c'est peut-être mon préféré des trois. Et donc ensuite j'ai débuté Portrait inachevé d'Agatha Christie sous son pseudonyme Mary Westmacott. Je l'ai commencé, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu quasiment 90 pages sur 300 et quelques. Alors là, la page est optimisée. Hein. Alors là, je peux vous dire, il n'y a pas de perte d'espace. Quand j'ai ouvert les pages au début, je me suis dit, mais c'est quoi ces marges en fait? Mince, je mets trop bas. C'est quoi ces marges? En bas, il n'y a pas de marge, il n'y a même pas la place de mettre le numéro de page, si bien que le numéro de page est en haut. Je suis plutôt habituée à le voir en bas, donc régulièrement je regarde le numéro de page et je regarde en bas et j'ai... Donc voilà, vous voyez, jusqu'où ça peut descendre, ça descend vraiment très très bas. Hein. Au début, quand je l'ai pris, j'ai vu c'est super bizarre. Et puis en fait, bah, on s'habitue. On s'habitue à tout, sauf aux problèmes de transport. Mais on s'habitue à tout. Non, non, mais sérieusement, ça m'a fait très bizarre au début. Et puis, bah, surtout que je sortais d'Agnès Martin-Lugan où il y a des marges, des pages blanches partout. Là, les chapitres s'enchaînent sans saut de page, quoi. Voilà. Ah, c'est très agréable au toucher. On sent les caractères sous le doigt. J'aime bien. Et donc voilà. Alors, ce livre, j'ai fait une petite vidéo contexte d'écriture sur Instagram. J'aime bien faire ça avant les Agatha Christie parce qu'en fait, alors, à force de m'écouter, vous allez me trouver vraiment égoïste, mais en fait, je le fais d'abord pour moi. Parce que je m'aperçois que quand je commence un Agatha Christie, enfin, ça fait... Depuis 2019, j'en lis un par mois. Au moins un par mois. 1 à 2 par mois. Et donc, depuis ce moment-là, bah, en fait, quand je prends mon Agatha Christie, j'aime bien regarder la date de sortie du livre. Ouais, mais la date de sortie du livre, c'est pas toujours la date d'écriture. Parfois, il s'est écoulé 30, 35 ans entre la date d'écriture et la date de sortie du livre. Y compris au Royaume-Uni. Je parle pas forcément que de la sortie en France. Hein. Notamment, ce livre-là, il est sorti en 1934 au Royaume-Uni et en 1983 en France. Donc, c'est pire. Mais il y a un livre, Poirot quitte la scène, qui a été écrit en 1940 et qui est sorti en 1975 au Royaume-Uni. Donc, voilà. La date de sortie n'indique pas forcément la date d'écriture. Donc, déjà, ça me pose 2 ou 3 questions. Puis après, s'il y a des informations sur le contexte d'écriture et tout, ça m'intéresse toujours. Donc en fait, je fais des petites recherches et puis à force de faire ces petites recherches, bah, j'ai mis ça en vidéo et depuis le mois de janvier, je vous propose toujours avant la lecture commune que je propose autour du livre d'Agatha Christie, bah, je fais voilà une petite vidéo de contexte. Et là, sur le mois de mai et le mois de juin, j'ai décidé de lire 2 Agatha Christie dans le mois pour plein de raisons que je vous ai déjà dites ailleurs. Et c'est toujours dans le cadre du challenge Read Christie 2024. Et donc là, en fait, ce livre, donc ce que j'ai appris lors de mes recherches, c'est que donc elle a écrit effectivement sous son pseudonyme Mary Westmacott. C'est le 2e des 6 livres qu'elle a sorti sous ce pseudonyme-là. Et elle a été démasquée par sa meilleure amie, son amie vraiment la plus proche, Nan Watts, qui est la sœur du mari de la sœur d'Agatha Christie. Donc Agatha Christie a une grande sœur, Madge, et cette grande sœur est mariée à James Watts. Et des fois, elle en parle. En plus, enfin, ils avaient l'air d'avoir une relation assez fraternelle, comme si ils jouaient aussi le rôle de grand frère. Il y a une différence d'âge. Hein, il y avait une différence d'âge entre Agatha Christie et sa grande sœur. Et il lui a parfois lancé des défis d'écriture. Enfin, il avait l'air de pas mal la suivre en tant qu'autrice, en fait, et de s'intéresser à ce qu'elle écrivait sincèrement. Je dis ça parce que on n'a pas l'impression que toutes les personnes de son entourage la suivaient de façon sincère.
D'autres étaient intéressés par autre chose, par l'argent. Et là, c'était pas son cas. Et donc, James Watts, eh bien, il avait une sœur, Nan Watts, et entre Nan Watts et Agatha Christie, pardon, ça s'est très bien passé. Elles se sont très bien entendues. Et en fait, Nan Watts, à un moment donné, a fait une remarque à Agatha Christie. Alors, il faut que je retrouve la remarque exacte. Elle a sorti un livre qui devait s'appeler un pas de géant, mais pourtant il n'est pas traduit comme ça. Je n'arrive pas à le trouver, mais bon, un pas de géant, un truc comme ça. Non, le pain du géant, je crois que ça devait être ça. Et du coup, son ami lui dit « Ah, donc, j'ai lu un livre l'autre fois, ça t'intéresserait Ah, c'est quoi déjà le titre La tartine du nain ?» avec un petit sourire. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que Nan Watts avait une bonne mémoire et en fait, elle s'est rendue compte de plusieurs expressions qu'Agatha Christie utilisait. Et donc, elle les a vues, ces expressions, dans le livre. Donc, il y a un style d'écriture, il y a plein de choses, mais elle a vu ces expressions-là et c'est là qu'elle a compris. Voilà, donc je trouve ça assez rigolo comme anecdote. Et donc là, Portrait inachevé a la réputation d'être une autobiographie d'Agatha Christie sans être une autobiographie d'Agatha Christie. C'est-à-dire que on nous dit pas Agatha Christie écrit pas à la première personne. Quand j'étais petite, je faisais gna 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 et je faisais gna 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 gna, etc. Voilà. Elle a écrit des livres sous le pseudonyme Mary Westmacott pour être, comme on s'en doute, plus libre d'écrire. Elle est allée dans un autre style. On n'est pas sur des romans policiers. On est sur de la littérature contemporaine, en fait, on pourrait dire. Parfois, certains parlent de romance pour certains titres. Et donc, bah moi, j'ai toujours pas fini l'autobiographie d'Agatha Christie, alors que j'avais organisé une lecture commune sur tout le mois de février. Il me manque toujours une centaine de pages. C'est marrant parce que j'avais lu l'autobiographie en 2011 et je m'étais arrêtée à peu près dans ces pages-là. C'est la fin, je sais pas, je bloque, il faut que je finisse. Je ferai une chronique sur l'autobiographie d'Agatha Christie et ce sera pas une chronique que positive. Parce qu'il me manque toujours quelque chose en fait. Il me manque toujours, moi j'aimerais un recueil de contexte d'écriture de ces livres. Et c'est très compliqué à trouver parce que là pour moi-même chercher, comme je vous le dis, le contexte, comment elle a écrit, quand est-ce qu'elle l'a écrit, comment ça s'est passé. Et je suis à la recherche de ça et je ne le trouve parfois pas. C'est-à-dire que dans son autobiographie, elle écrit, j'ai écrit, je crois que c'était pour La Maison du Péril, j'ai écrit La Maison du Péril. Je n'en ai aucun souvenir. Eh ben, allez faire une vidéo de contexte d'écriture quand l'autrice elle-même dit « J'ai écrit ce livre-là, je me rappelle pas du tout. » Ben ouais, mais Agatha Christie, elle écrivait 4 à 5 livres par mois. Donc en fait, on peut le comprendre. Au bout d'un moment, elle va pas se rappeler de tout. Puis en plus, elle a écrit des romans, puis elle a écrit des nouvelles, puis elle a écrit des pièces de théâtre, et puis elle avait sa propre vie. Et dans l'autobiographie, elle parle plutôt de sa propre vie. Du théâtre aussi, parce que c'est quelque chose qu'elle aimait vraiment bien. Mais en fait, elle n'est pas là pour décrire le contexte d'écriture de ses livres. Et moi, c'est dommage. Et ça, je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça. J'en sais rien. Ça doit exister, mais il faudrait... Ou alors, il faut faire des enquêtes, genre comme certains font des enquêtes généalogiques. Là, il faudrait presque contacter les héritiers pour savoir si eux n'ont pas des infos. Après, moi, j'ai son carnet de notes. Je vais vous le chercher. Oui, j'ai son carnet de notes là. Les carnets secrets d'Agatha Christie de John Curran, publié chez Le Masque. Quand est-ce que je l'ai eu? Je sais pas, on me l'a offert, mais je sais plus du tout. Et j'ai peur de le regarder parce qu'il y a des spoils. Alors, c'est mis... avant-propos, blablabla, blablabla, introduction, et donc, parce que je l'ai jamais vraiment lu en fait. Là, un meurtre sera commis le début d'une carrière, donc c'est mis comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et en fait, là, il y a une partie où c'est écrit solution révélée. Donc, si je lis ce premier chapitre, on me spoilera mort sur le Nil, les vacances d'Hercule Poirot, le Vallon, le couteau sur la nuque, l'affaire Protero, la mystérieuse affaire de Styles, témoin indésirable, témoin à charge. J'ai un doute si j'ai
Témoin indésirable, témoin à charge. J'ai lu les deux. J'en ai lu un des deux, les deux. Je sais plus. Si, je crois. C'est pas l'année dernière, on se retrouvait avec des lectures communes autour de tous les témoins. Non, on avait aussi mis témoin muet. Donc il y a l'un des deux témoins là. Peut-être témoin indésirable. Ah, je sais plus. Bref, il y en a un que j'ai pas dû lire. Bah, je vais pas lire cette partie. Parce qu'on va me spoiler. C'est bien de le dire, hein. Certes, ça je suis d'accord. Mais alors là, si je prends une autre partie. Puis là, je me retrouve autour des... Là, je vais écrire ABC contre Poirot. Ah, bah... mais on est vraiment sur les carnets hein, d'Agatha Christie. Hein, donc là, par exemple, vraiment en tournant les pages par hasard, c'est mis « Il est décevant que seules 15 pages de notes pour ABC contre Poirot aient subsisté réparties sur 3 carnets. Selon moi, il a dû y avoir des notes antérieures plus sommaires qui ont disparu. En effet, les prémices compliquées du livre nécessitaient un plan détaillé. Or, les notes dont nous disposons sont relativement simples et organisées. » Bon, en fait, il faut que je termine de lire tous les Agatha Christie. Je me ferai un régal de lire ce livre. Mais vous voyez ça. En fait, ce livre, c'est un livre sur des carnets d'Agatha Christie. C'est presque un carnet lui-même, en fait. Puisque c'est de la recherche, en fait. Enfin, là, donc, chapitre 4, on va nous spoiler. La maison biscornue, 5 petits cochons. La mort avait les dents blanches. Ça, c'est pas un roman. Ça va être une nouvelle, mais c'est pas un roman. Comment poussent vos fleurs? Pareil. Pension Vanilos, c'est un roman. Témoin indésirable, c'est un roman. Une poignée de seigle, c'est un roman ou un recueil de nouvelles? Ou en tout cas, c'est le nom d'une nouvelle, ça je le sais. 6 pence pour une chanson, c'est le nom d'une nouvelle. 10 petits nègres et le Club du Mardi. Le Club du Mardi, qui est un recueil de nouvelles. Mais est-ce que dans le Club du Mardi, parce qu'il y a le Club du Mardi et le Club du Mardi continue, est-ce qu'il y a une nouvelle qui s'appelle le Club du Mardi? Peut-être la première, je sais plus. Donc voilà, comment savoir? Comment savoir? Bon, faudrait peut-être que je mette un peu plus mon nez dedans quand je prépare mes contextes d'écriture. Mais comment savoir en fait? Comment savoir ce qu'elle a eu comme idée pour écrire le livre, ce qui l'a inspiré, ce qu'il a... C'est difficile en fait, ça veut dire que c'est perdu, qu'on ne saura jamais. C'est dur, hein. C'est dur de se dire ça. Donc voilà, c'est pas dans l'autobiographie qu'on trouve ça. Là, bon, c'est particulier, là, les carnets secrets. Donc je sais pas. Bon, bref. C'était pas le sujet. Le sujet, c'est que Portrait inachevé, c'est une copie de l'autobiographie d'Agatha Christie. Sauf que c'est pas écrit Agatha Christie, c'est écrit Célia. Et bon, je vous parle seulement des 90 premières pages. Mais si vous voulez, dans ce livre, au début, on nous raconte l'enfance de Célia. J'ai relevé au moins 3-4 anecdotes qui sont soi-disant des anecdotes sur Célia, mais qui en fait sont des anecdotes qu'on retrouve dans l'autobiographie d'Agatha Christie. Une histoire avec un papillon, où Agatha revient d'une journée de balade ou je sais plus quoi, avec son père, son frère et sa sœur. Bon, dans le livre, je crois que Célia n'a pas de sœur, hein, elle a juste un grand frère. Et en fait, on lui a épinglé un papillon sur le chapeau et après elle a été insupportable pendant tout le truc et quand elle rentre chez elle, et ben sa mère, enfin le père dit ah Agatha était compliquée, c'était pénible, enfin c'était pas dit comme ça parce qu'elle a vécu vraiment une enfance très bienveillante en fait, avec énormément d'amour et en fait la mère elle comprend en 2 secondes, elle dit mais vous avez épinglé un papillon. Enfin, Agatha, elle est extrêmement sensible et avec une connexion avec la nature vraiment particulière. Et donc ça, elle ne le supportait pas. Donc ça, je me souviens très bien de l'avoir lu dans l'autobiographie. Ben, c'est exactement ce qui se passe pour Célia. Pareil, quand ils sont à la recherche d'une prof de français. Pareil sur le fait que la mère d'Agatha Christie ne voulait pas que Agatha Christie apprenne à lire avant 5-6 ans. Bah oui, mais sauf qu'en fait, Agatha, elle était certainement au potentiel, elle voulait lire et elle s'était patouillée et à 5-6 ans, elle lisait couramment des livres en fait, voilà. Sauf qu'en fait, elle a appris par elle-même, elle a appris un peu par ce qu'on pourrait dire maintenant la méthode globale, je pense, plutôt une photographie du mot, plutôt que d'apprendre à comment, plutôt que la méthode syllabique, etc. Enfin, quoique maintenant, les enfants, ils apprenaient à la fois à photographier certains mots du style avec, des et machin, puis ils apprenaient à quand même la méthode syllabique pour pouvoir déchiffrer
des mots qu'ils connaissent pas, ce qui leur permettait d'arriver très vite à la lecture, à la fois parce que ils avaient photographié ces petits mots qu'on voit partout, tout le temps, etc. Et puis ils arrivaient à déchiffrer les autres. Mais là, du coup, Agatha Christie, elle n'a pas appris de cette façon-là. Ce qui fait qu'elle a toujours eu des problèmes d'orthographe et qu'elle en a toujours été assez... un peu honteuse en fait. Et c'est Célia, c'est la vie de Célia dans ce livre-là. Voilà, écoutez, je vais continuer, je vais voir où est-ce qu'on arrive, mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Publié sous le pseudonyme Mary Westmacott en 1934, ce délicat portrait de femme annonce singulièrement l'image que 30 ans plus tard, Agatha Christie nous offrira dans son autobiographie. Peut-être même peut-on imaginer que la pudeur préservée par la fiction, ça j'en suis convaincue, la personnalité de l'autrice s'y livre avec plus de liberté. Je suis convaincue que c'est presque une meilleure autobiographie, plus juste et plus vraie et plus intime que la vraie autobiographie. Autre facette du talent incontestable de la romancière, l'histoire de cet enfant choyé de l'époque victorienne puis de cette jeune femme avec ses amours, ses doutes et sa foncière angoisse est aussi prétexte à une galerie de personnages savoureusement campés où l'on reconnaît l'ébauche de bien des héros de l'œuvre policière d'Agatha Christie. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter parce que j'arrête pas de parler dans cet énorme vlog, mais c'est un plaisir de parler. Je peux pas dire d'échanger avec vous, mais c'est un plaisir de parler. Mais l'échange se fera après en commentaire, je l'espère. Donc voilà, parce que c'est toujours chouette d'avoir vos retours aussi. Écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas, hein, comme je vous le dis, à réagir sur certaines choses parce que c'était un peu particulier comme vlog, mais en fait, certains me disaient que lors des événements, enfin qu'ils étaient contents que je puisse partager des événements littéraires avec eux, etc. Et que pour certains, ça leur permettait de savoir un peu ce qui s'y passait. Donc c'est pour ça que là, pour Bernard Minier, j'ai vraiment axé sur ça. Valérie Fayolle, c'était un peu différent parce que c'était un échange avec un côté un peu informel. Mais n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse dans un événement en fait. Enfin, quand je vous parle d'un événement, est-ce que vous aimeriez que je vous rapporte ça comme si vous y étiez? Est-ce que vous voulez des anecdotes, des infos croustillantes? Enfin, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui vous intéresse quand je vous parle d'un événement? Parce que l'objectif, c'est pas de dire « Hey, je suis allée à un événement, quoi. » Enfin, trop classe. Non, en fait, ça, on s'en fout. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de partager ça avec vous. Mais vous, quelles sont les infos qui vous intéressent dedans? L'info, c'est pas « Oh, je suis contente, elle a été à un événement. » Parce que ça, c'est nul. Enfin, c'est pas... Enfin, c'est gentil si vous le pensez. Mais en tout cas, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus, en fait? Voilà. Et puis j'essaierai aussi, parce que ça veut dire, même le préparer en amont, ça veut dire aussi comment je filme l'événement, comment... Enfin, voilà. Ça m'intéresse du coup pour être un peu plus au plus proche de ce que vous recherchez, enfin de ce qui peut vous intéresser. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, hein, et puis à bientôt.